Les GG, les grandes gueules, Radio Espace Guinée. Notre démocratie, la démocratie guinéenne, qualifie de basse intensité le fait que ces hommes, quand ils sont dans l'opposition, font d'abord semblant d'en avoir pris conscience, puis font l'inverse de ce qu'ils avaient promis une fois arrivés au pouvoir. Restons vigilants, car le pouvoir, c'est vous, le peuple. Tous les matins, vous nous écoutez du côté de Cancan sur 99 à modulation de fréquence. Merci à vous qui nous rejoignez à Mamou sur Fraternité FM, Bambou FM, Relais, les grandes gueules du côté de Farana. Merci à vous tous à l'international. Merci de votre fidélité. Continuez à réagir. Nous sommes également disponibles sur Twitter, mesdames et messieurs, Twitter d'ailleurs, où vous pouvez réagir évidemment sur notre émission via le hashtag Espace GG. Avec plaisir, nous allons relayer vos messages dans un instant sur Radio Espace avec Mamoudou Condé, Cabinet Condé à la réalisation ce matin. Merci à la régie, merci à Cabinet, merci à notre ami Prince Diallo ici à la radio. Je le disais tantôt, les dernières violences post-électorales ont causé du tort au monde paysan. À Kumban, dans la préfecture de Cancan, de nombreux éleveurs ont vu leur bétail donc complètement décimé. Des individus non encore inquiétés ont visé des troupeaux de bœufs et de moutons appartenant donc à une centaine d'exploitants. Nous essayons de comprendre ce matin une perte énorme qu'ils souhaitent donc évidemment porter à la connaissance de l'opinion nationale. Et là, Seydou Diallo, il va nous rejoindre. Il est éleveur dans un instant dans notre émission sur Radio Espace Guinée. Alors nous partons sur Twitter avec ces réactions évidemment que nous recevons en temps réel avec la complicité de Mamoudou et de Cabinet Condé à la réalisation. Nous partons avec ce premier tweet qui nous parvient, c'est de Barry Ousmane qui dit bonjour les grandes gueules. Même sans loi ne respecte pas son contrat. Voilà. Même sans loi, ne respecte pas son contrat avec l'État, mais on pouvait laisser les occupants qui n'ont rien à voir avec ce qui se passe. Voilà, j'essaie de reformuler un petit peu parce que c'est assez compliqué. Nous partons avec Abdoulaye Diallo aussi qui nous écrit. Le président dit on va casser le monopole du commerce. Son ministre dit il va avoir donc chasse aux sorcières. On retire un centre commercial qu'occupent 1000 commerçants, emplois directs et indirects inestimables. J'étais triste après je me suis rappelé que je suis en Guinée. Voilà, hashtag espace GG. On reste toujours dans le ciel avec cet autre en lui, c'est Oumar Diaby qui nous écrit bonjour Lamine, Ousmane Kaba est à féliciter vraiment pour une stabilité. Mon ami Roubi est négatif. Ousmane, aujourd'hui en Guinée, est un grand investisseur dans ce pays depuis plus de 10 ans. Pourquoi se mettre en mal avec le pouvoir pour perdre? Il pose la question ce matin. On reste avec Présidis, et il s'est fait appeler comme ça sur Twitter. Bonjour les grandes gueules. Le président du PADES, Dr Ousmane Kaba, n'est pas le seul DG, il veut dire le seul fondateur des universités privées à être dans les difficultés, surtout ces 5 dernières années, mais au contraire, il est plus en vue par rapport aux autres. Donc, féliciter le PRAC est une bonne chose pour lui et Kofi Annan. Fassou Loa aussi qui nous écrit sur Twitter. Bonjour les grandes gueules. Dites au ministre du Commerce que le prix du riz varie entre 250 000 et 350 000 francs pour son information, chose qui est une première fois en Guinée. Pour le ciment et la farine qui sont des produits qui sont produits ici en Guinée sont très chers. Merci beaucoup. C'est Fassou Loa qui nous envoie ce message. On reste toujours dans le sillage avec le haut représentant du peuple. Lui s'est fait appeler comme ça sur Twitter. Bonjour les grandes gueules. Cette histoire de brigade spéciale pour le commerce est une grosse farce. Nous savons pour les avoir plusieurs fois. Nous avons plusieurs fois vu à l'œuvre que ceux qui cassent sont entretenus donc par les forces de l'ordre. L'État devrait plutôt assainir nos forces de défense et de sécurité. C'est le haut représentant du peuple qui nous envoie ce message sur Twitter. Nous avons aussi Mbemba Silla sur Twitter qui nous dit à entendre le ministre Barry parler ce matin, on a l'impression que c'est un simple citoyen qui s'exprime. Il passe tout son temps à dire qu'il faut faire, mais ne dit pas quel effort il mène pour que ceci soit possible. Voilà, c'est Mbemba Silla qui nous envoie ce message. On reste avec cet autre message évidemment sur Twitter.
Lui, c'est Ousmane le Noble, il se fait appeler comme ça. Bonjour les grandes gueules. Le cas de Saint-Lois est un règlement de compte d'appartenance politique et non communautaire, mais il pense mettre ce dernier en faillite économique. Ceux qui sont passés à côté de la plaque, voilà, le gouvernement devait juste penser aux occupants de ce lieu. Il parle évidemment du centre commercial. On reste avec cet autre aussi qui nous écrit, Ahmed Sékou Touré. Bonjour les grandes gueules, bonjour à toute l'équipe. Il faut arrêter de voir tout sous l'angle politique et ethnique. Chaque fois que l'État inquiète un individu X, on crie à l'ethnie ou son positionnement politique. Bon sang, Saint-Lois n'a pas honoré son engagement. Donc arrêtons de tout politiser. Voilà, merci beaucoup. On reste avec Pavogui Augustin aussi qui nous écrit sur Twitter. Bonjour les GG. Si la politique s'invite dans le domaine ethnique, les conséquences sont toujours fâcheuses. Les politiques doivent arrêter d'ethniser donc les choses, car la politique, c'est le combat d'idées. Faites-nous des propositions concrètes. Il y en a marre à un moment donné. Merci beaucoup. On reste avec Kaba qui nous écrit aussi sur Twitter, #EspaceGG. Qu'est-ce qu'il dit cet autre, voilà. Bonjour les GG. Le problème, c'est qu'on s'attaque aux symptômes et non aux problèmes. Voilà pourquoi on n'a pas encore la solution, car la démocratie occidentale n'est pas faite pour l'Afrique. Et nous devons donc nous redéfinir la démocratie en fonction de nos réalités. Merci beaucoup Caps qui nous envoie ce message. L'homme de la Guinée, il se fait appeler comme ça sur Twitter. Bonjour les GG. À entendre le ministre, il y a plein de propositions, mais l'endroit où le bas blesse, c'est que la mise en œuvre, ce qui vient de dire en gros, c'est qu'il n'a jamais, il n'a pas de moyens en fait, c'est ce qu'il essaie de dire. Voilà, j'essaie de reformuler parce que sincèrement, les messages sur Twitter c'est carrément autre chose. Voilà, continuez à réagir, le temps pour Prince de me donner l'autre numéro pour qu'on puisse éventuellement partir avec quelques réactions évidemment sur le 657 39 13 13. Le temps que ça s'ouvre de l'autre côté, on va y aller avec ces autres auditeurs évidemment qui nous envoient des messages sur le 657 39 13 13. Ils sont très nombreux évidemment à nous écrire tous les matins sur Twitter. Voilà, on va y aller, mon cher Prince, avec ce tout message que nous recevons à l'instant T. Bonjour la Radio Espace, votre émission est magnifique depuis Cancan. Vraiment, vous êtes les meilleurs. Merci beaucoup, mais seulement il ne réagit pas. C'est chez Tierno, ici à Gabarit, depuis Cancan, quartier Missira. Voilà, il dit qu'il nous aime. Merci beaucoup. On vous aime aussi, mon cher ami. Allez, on reste avec Mahamad qui nous écrit. Lui, il est en Guinée-Bissau. Je salue toute l'équipe, monsieur le ministre du Commerce, pour qu'à chacun, voilà, chaque viande. Waouh, c'est compliqué, sincèrement parlant. Voilà. Merci, le message est compris, même si j'arrive pas à le lire. Merci, mon cher ami. C'est les vrais gens qui s'expriment dans cette émission. Voilà, merci beaucoup. Voilà, l'autre qui nous envoie un message en privé. On reste avec Intim Diaby qui nous écrit aussi. Bonjour les grandes gueules. Qu'est-ce qu'il dit lui? Les opérateurs économiques se font délapider par l'État. Par contre, ce même État est censé de les protéger. Ce régime est terrible, il nous dit ce matin. Merci beaucoup. On reste avec cet autre aussi qui nous écrit sur le 657 39 13 13. Bonjour les GG, moi c'est l'enfant d'Al-Baria. Par rapport au prix du riz dans les marchés, l'État doit prendre sa responsabilité. Merci. Un dernier pour la route. On a encore 2 minutes, on peut se permettre, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est Intime Diaby, le message revient à chaque fois. On y va avec cet autre aussi. Bonjour Lamine, je vais dire une chose. J'aurais voulu que Saint-Lois se comporte comme les 2 patriarches de la Basse-Guinée et la Guinée forestière qui sont les plus sociaux que politiques, et que Saint-Lois il est beaucoup plus politique, voilà, il veut dire, voilà. Merci beaucoup, voilà, c'est qui exactement qui nous a envoyé ce message? Lui, c'est Corboya Baldé, voilà, qui nous envoie ce message, voilà, qui dit bonjour les grandes gueules, je vais vous dire une chose, j'aurais voulu que Saint-Lois se comporte comme les 2 patriarches de la Basse-Guinée et la Guinée forestière, qui sont beaucoup plus sociaux que politiques. Par contre, Saint-Lois, plus politique, il s'est battu contre le 3e mandat, contre la nouvelle constitution, contre les législatives. Bref, il le dit à tout le monde qu'il hait le président et son système. C'est en Guinée seulement que vous allez voir un opérateur économique se taper la poitrine devant l'État. C'est Corboya Baldé qui nous envoie ce message, évidemment, sur le 657 39 13. Il a trouvé, voilà, beaucoup de messages ce matin. Malheureusement, je ne peux pas tout lire, voilà. On y va
mon cher Diba Milimono, on a écouté le ministre Big Up, évidemment, qui était en direct là. Oui, il y a eu beaucoup d'annonces par rapport notamment à cette brigade de la gendarmerie commerciale, à l'image de cette autre brigade de l'habitat qui va venir jouer son rôle dans le cadre non seulement de la protection, mais des mesures aussi qui vont être prises par l'État guinéen en concert avec les opérateurs économiques. Maintenant, moi, mon inquiétude, c'était par rapport un peu à la structure des prix, parce que je l'ai souvent dit, on ne peut pas, dans un pays qui n'est pas dans une économie planifiée, qu'on puisse quand même décréter des prix. Parce que si vous le faites, les commerçants, ils ont leur prix à eux, ils ont leurs exigences. Donc, il faudrait que d'abord, en commun accord avec tout ceci, parce que les détaillants, l'argument qu'ils brandissent, c'est que les grossistes, souvent, fixent des prix et ils sont aussi obligés, pour pouvoir récupérer les bénéfices, de majorer les prix. Donc, il faut tenir compte un peu de tous ces pesanteurs-là pour trouver une solution. Mais une fois encore, il ne faudrait pas qu'on soit dans la même dynamique. Depuis des années, on est dans cette même approche. On fait des réunions. Après, ce sont des prix qui sont décrétés. Sauf que si vous partez jusqu'à Guéguédou là-bas, le commerçant qui se trouve sur le lieu n'a pas les mêmes, trains de vie ou bien peut-être les mêmes politiques commerciales que celui qui est à Conakry. Effectivement, les réalités diffèrent. Il y a une fluctuation des prix. Je suis d'accord avec le ministre sur le plan international. Lorsque, par exemple, le baril, il varie, il faut suivre un peu les choses. Mais sauf qu'à ce niveau aussi, il y a un autre problème, c'est qu'on n'est pas encore dans ce principe de flexibilité. Si on arrive à le faire, je pense que ça peut aider non seulement les commerçants, parce que l'argument qui revient souvent, ce sont les taxes douanières, c'est le transport. C'est vrai, pour le moment, on ne joue pas sur le transport, mais ce sont des facteurs aussi qui entrent en ligne de compte. Si vous jouez sur le transport, vous jouez sur le prix des denrées. Si vous jouez sur les taxes douanières, eh bien, vous jouez aussi sur le prix. Maintenant, c'est la loi de l'offre et de la demande. On a écouté l'agent Saliou de Sonoko qui disait, oui, on nous a dit que les prix ont flambé, mais pendant la crise, dans un pays, c'est sous tous les cieux. Lorsqu'il y a une crise, les prix vont flamber parce que le bien il devient rare. Et lorsque comme il y a de l'arnaque aussi. Moussa a mené une enquête ici tout à fait. du côté de l'aéroport international de Conakry. On parlait des téléphones pour te dire vrai. Et là de ce côté, au lieu que c'est l'État qui empoche, évidemment c'est les douaniers qui empochent l'argent. Mais tu l'as dit, Moussa, quand même. Oui, parce que c'est il y a l'évasion, il y a l'évasion qui est là. Je me souviens, on avait quand même parlé d'un dispositif qu'on allait mettre en place. Qu'on allait mettre en place pour pouvoir éviter qu'on puisse aller vers l'évasion fiscale. Maintenant, je pense que la pratique, elle continue. Le guichet unique est là, mais ce n'est pas aussi, ça ne vient pas répondre à toutes ces exigences-là. Il faut aller au-delà, parce que cette question de numériser l'administration, notamment toute cette monnaie, ça n'arrange pas certains parce que les gens ils vivent de ça. Évidemment. Lorsque vous proposez des solutions, par exemple des applications pour aller vers ça, vous avez des cadres. C'est vrai, le chef de l'État, à un moment, il avait cette volonté. Il avait dit, il faudrait pour une fois qu'on puisse éviter l'évasion fiscale. Mais sauf qu'il y a des fonctionnaires, des cadres, les grandes gueules. Donc ce sont des initiatives qui sont bafouées. Maintenant, moi, pour revenir à la question rapidement, ce que je peux dire, il faudrait que le ministre, c'est vrai qu'il a de bonnes intentions, mais il faudrait que tout cela soit avec des mesures exigeantes. Il faut penser au transport, il faut penser aux taxes douanières, mais également à la sécurité. Parce que quand il y a tension dans un pays, les prix vont forcément flamber. Parce que c'est la loi de l'offre et de la demande qui l'exige. Justement, il développe tellement bien ça. Allez-y, mon cher Jacques Liwa. D'abord, pour Kindia, je pense qu'il doit aller. Sauf que quand ça monte ici, ça baisse plus. Et il doit aller jusqu'au bout, faire en sorte que les commerçants qui sont là-bas soient vraiment maintenus à leur place. Il y a de l'espoir, il l'a dit. En tout cas, il s'est impliqué. Et moi, je souhaite vraiment qu'il aille jusqu'au bout, qu'il aille vraiment jusqu'au bout pour que le conflit qui oppose sans loi à l'État n'impacte pas en tout cas, que ce soit les commerçants qui payent finalement le prix. On peut travailler avec ces commerçants et peut-être même construire le centre commercial que sans loi devrait construire pour que finalement, bien entendu, les gens puissent vendre à un endroit idéal. Maintenant, pour ce qui est des prix, je pense que l'État dit qu'il fournit des efforts. Il subventionne même l'importation du riz. Moi, à un moment donné, j'avais dit ici, au lieu de travailler sur ce plan, c'est vrai, ce matin, il a dit que ce sont des habitudes alimentaires, on veut manger ci, on veut manger ça. Mais je crois que si on a autant si on a autant de moyens pour subventionner n'est-ce pas, l'importation du riz, je crois qu'on peut orienter ça à l'intérieur du pays pour que ce soit nos opérateurs qui travaillent dans le domaine agricole qui bénéficient de cette subvention-là. C'est mieux que de travailler avec ceux qui importent. Parce que ceux qui sont là, ils cultivent, c'est chez nous, ils travaillent avec le paysan guinéen
qui vont travailler, qui vont donc, le paysan guinéen va bénéficier directement de cet argent et le riz est consommé, n'est-ce pas, sur le plan local. Maintenant, ceux qui veulent manger Bangladais, Indiens, peuvent continuer à se débrouiller. Mais en tout cas, nous qui voulons manger le riz local, qu'on puisse aider, n'est-ce pas, ceux qui sont dans ce domaine. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Oui, mais en 2010, il faut faire une réorientation. Oui, Jacques, en 2010, il y avait le programme présidentiel qui avait investi beaucoup d'argent dans le programme présidentiel agricole, qui a investi des milliards de francs guinéens. À l'époque, je pense que c'est Jean-Marc Telliano qui était à l'agriculture. On a importé de l'engrais. Finalement, l'engrais, c'était de l'engrais périmé, mélangé à du vrai engrais. On a mis beaucoup d'argent. Le résultat, c'était où? On nous a vanté ici que désormais la fin était finie et que dans 5 ans, la fin était finie et que le riz local allait prendre place. La place du riz blanc Bangladesh ou je ne sais quoi, ça n'a été rien du tout. Donc encore une fois, l'idée c'est pas forcément de prendre l'argent et de réorienter, investir, mais on a une machine de détournement des fonds qui est tellement enracinée dans ce pays que le résultat ne peut pas être atteint. Donc tant que la corruption, encore une fois, n'est pas punie, ces gens qui étaient au ministère de l'Agriculture à l'époque, Jean-Marc Telliano, il a continué à faire la politique, il a continué à être sous la grâce du président. On l'a pas demandé des comptes. Donc entre-temps, le mec, il se la coule douce avec l'argent du programme présidentiel. Donc je veux dire, encore une fois, il faut que le président soit strict sur la punition de ceux qui détournent l'argent des fonds publics, sinon ça ne marchera pas. Vous aurez investi des milliards. Bobo Denke, il le réussit très bien, il a mis sa rizerie. On parle de lui, il a mis sa rizerie, il a beaucoup investi, il a commencé à produire son riz. C'est son argent propre. Ça veut dire que ça peut marcher. Aujourd'hui, il est en train de produire dans sa chaîne, mais tout ce qui est gouvernement, tout ce qui est initiative gouvernementale, ça s'arrête toujours en chemin parce que la chaîne de détournement, elle est longue. Vous voyez, quand tu injectes 1000 francs dans le circuit étatique, au bout du bout, tu trouveras que 0,5 francs à investir. D'ici là, dans les 1000 francs, jusqu'à 0,5 francs, tout aura été détourné, tu comprends? Donc ça peut pas marcher. Je pense qu'il faut que l'État soit plus vigilant. Mettre de l'argent, c'est bien, mais après, quand c'est détourné, il faut punir les auteurs. Et dissuader les autres. Ce que je souhaite dire, c'est que c'était déjà important de conférer avec les commerçants au lendemain de toutes les violences que le pays a traversées, violences meurtrières, mais aussi des dégâts matériels qui ont été enregistrés par des commerçants qui n'ont absolument rien demandé, qui ont vu le contenu de leur boutique saccagé, emporté et tout, donc qui sont revenus à zéro, au point de départ, qui ne seront pas dédommagés, qui ne seront pas secourus, qui vont devoir se débrouiller de gauche à droite pour reprendre encore leurs activités commerciales. Mais les conséquences vont se faire ressentir, quoi que l'on dise, parce que très souvent, on ne calcule pas ceux qui sont dans l'informel, qui sont à une échelle moins élevée. Pourtant, ce sont ces personnes-là qui tiennent la vraie économie, l'économie réelle qui se trouve auprès des vrais gens, auprès du bas peuple. Ensuite, moi, ce que je salue, c'est le travail qui peut être fait dans le cadre de la sécurisation de ces commerçants. C'est pas de gaieté de cœur que des commerçants qui importent des produits périssables avec des dates de péremption qui ne sont pas du tout recyclables. C'est pas de gaieté de cœur que tu enfermes ta mayonnaise, tes boîtes de beurre. Mais les locaux, voilà, vous enfermez tout cela pendant 2 semaines, 3 semaines. Vous n'ouvrez pas vos boutiques. C'est pas de gaieté de cœur souvent que certains commerçants le font. Ils le font et ils viennent surveiller. Même quand ils ferment leur boutique, ils viennent s'asseoir devant jusque tard la nuit avant de repartir à la maison. Ils ne le font pas souvent pour des raisons politiques. Je ne dis pas que certains ne s'y mêlent pas. Pour essayer d'utiliser cela comme étant une chicotte contre le gouvernement. Pourtant, ça se retourne contre le peuple lui-même, contre le commerçant lui-même. Mais il y a certains qui le font parce qu'ils ne sont pas rassurés. Ils ne sont pas rassurés que quand ils ouvrent, il y a la sécurité. Ils ne sont pas rassurés que quand ils vont demander de l'aide en cas de violence, on leur viendra au secours, qu'ils vont être aidés, qu'ils vont être secourus. Donc, ils se posent beaucoup de questions. Ils sont anxieux. Donc, ces commerçants ont besoin d'être rassurés. Des garanties. Exactement, ils ont besoin d'être rassurés. Ouais. J'espère que la brigade va jouer ce rôle, au-delà du rôle de nous sortir de nos marchés et tous ces produits chimiques toxiques
que nous avalons au jour le jour, qui nous donne des crises cardiaques et de nouvelles maladies qu'on ne connaît pas. Mais est-ce qu'il y a une politique en fait? Parce que quand les interlocuteurs disent c'est la chambre de commerce, on a posé la question à savoir ce qui concerne l'organisation au niveau de cette chambre de commerce, parce que pour aujourd'hui, c'est tellement politisé qu'on n'arrive pas à comprendre. On sait bien que lorsque il y a été question à un moment donné, il y a 4 à 5 ans, certains avaient commencé déjà à battre campagne. Vous vous rappelez, des spots avaient commencé à passer, mais l'État a intervenu. La présidence même a intervenu. Sécoutoria réellement, c'est Sécoutoria qui a mis sa main dans cette histoire, parce que Sécoutoria a toujours son candidat, même quand il s'agit d'élections au niveau 29. Même quand il s'agit d'élections au niveau du chef de famille, Sécoutoria a son choix. Je pense que c'est pas partout qu'il faut quand même avoir l'œil de Moscou. Il faut quelquefois laisser passer les choses et permettre aux citoyens eux-mêmes de s'administrer. Les chambres de commerce, les chambres d'agriculture, ce sont quand même des entités qui permettent de réguler un peu notre secteur économique. Mais si partout il faut voir si son nom est là, je pense que ça devient très difficile. Allez-y, 29. 29. Allez-y. Moi, mon inquiétude demeure quant au fonctionnement de la brigade. Romy, c'est pas ton problème. Cette brigade va être mise en place. On est dans la Stasi ici. Au départ, pour sécuriser ces commerçants et leurs investissements. Oui. Mais on connaît les pratiques en Guinée. Ça va être au départ. Mais au fur et à mesure que ça va évoluer, ils vont commencer à réclamer des choses aux commerçants, des cotisations pour peut-être payer le carburant ou pour aider les hommes à passer la journée. Justement. Il faut que le département trouve une stratégie pour que ces hommes qui vont participer à cette brigade de sécurisation des marchés trouvent une certaine autonomie. Ne serait-ce que un financement dédié à leur prise en charge, nourriture ou quand même une allocation à ces gens. Parce qu'au final, le risque, c'est quoi? Que des commerçants qui ont longtemps pleuré pour que l'État apporte cette sécurité se retrouvent agacés par les raquettes de nos agents. On connaît des agents ici qui vont dans les marchés, qui par la force de la tenue ne payent même pas le prix normal. Imaginez-vous que ces gens-là sont maintenant désignés pour sécuriser le marché. Je disais tantôt, Moussa a mené une enquête ici, même s'il ne l'assume pas ce matin. Non. Ok, non. Allez-y, Moussa. allez-y, Alphonse. Non, je ne me laisse pas fermer. Bien. Ce que je suis en train de dire, c'est que aujourd'hui, la brigade n'est pas encore mise en place. Donc, c'est le bon moment de prévenir tout ce qui pourrait arriver. Les commerçants ont besoin de sécurité, c'est vrai, mais ils ont besoin aussi de s'assurer que la sécurité vienne avec les moyens. Justement. Pas que la sécurité se nourrisse sur leur dos. Non, mais tu as bien compris. Donc, voilà, qu'il soit sécurisé. Qu'il soit sécurisé et pas arnaqué. On espère que le département prendra en compte ces réalités. Et l'autre facette, c'est quoi? C'est vrai, aujourd'hui, l'État fait son pas pour sécuriser. Quand il y a eu ces violences ici et que certains ont subi des casses, on a appelé les deux camps à faire des pas, que l'État apporte la sécurité, que les autres à faire des efforts. Donc aujourd'hui, l'État a annoncé ces mesures. On attend que les commerçants aussi donnent des garanties. Mais au-delà de tout, il faut qu'on prenne en compte l'intérêt du citoyen. Les prix sont en train de flamber. Aujourd'hui, il y a des Guinéens qui n'ont pas les moyens de s'acheter la tomate, il a dit à 6 000. Il y en a leur dépense, c'est 10 000. Ils prennent, en fait, il y a des familles qui cuisinent du bon gars. On a bien Donc, compris. Ces familles-là n'ont pas besoin de la flamber. Des familles qui consomment sauce claire. Lamine, vous connaissez sauce claire? Oui, je connais sauce claire. Sauce claire ou sauce transparente. C'est-à-dire que vous ouvrez la marmite, au lieu de voir la sauce, c'est ton propre visage, tu vois le reflet de ton visage. Ah bon, Moussa? Sauce claire. C'est ce que les Soussous appellent ça, Beraraï. Vous êtes terrible, les gars. Voilà, je voulais juste dire une chose, c'est que Moussa, il est terrible, je vous assure. T'as pas un restaurant quelque part? Ah non, quand même, j'ai pas un restaurant, mais les sauces claires, ça devient beaucoup parce que rien que par la senteur qui se dégage au niveau des marmites, quand vous passez devant certaines concessions, vous comprenez que la pauvreté y est logée. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Je voudrais juste dire une chose. Je pense que la démarche du ministre est professionnelle. Contrairement à ce que... C'est les sauces sans viande ni poisson. Voilà, la démarche du ministre est professionnelle. Voilà. Contrairement à ce qu'a fait le maire de Matoto. On se souvient, cette menace contre les commerçants, on se souvient de ce qu'il avait fait. Maintenant, moi, j'aimerais ramener le maire de Matoto sur cette démarche du ministre. C'est ça la démarche d'une autorité centrale. Lorsqu'il y a un problème qui se pose, c'est une question sécuritaire, il faudrait faire la part de choses. Il faut sortir de l'excès de zèle parce que s'il prend le code des collectivités locales, il faudrait qu'ils comprennent que parmi les 17 compétences,
la responsabilité sécuritaire de ces citoyens l'incombe. Donc il ne faudrait pas continuer dans la menace. Il faut que le maire de Matoto le comprenne. Voilà, c'est bien dit. Oui, allez-y, Robin. Oui, mais ça c'était pour rectifier. dans la sensibilisation. Oui, il faudrait la mise en place de la brigade du commerce, c'est une bonne chose, mais après il faudrait aussi sensibiliser ces agents qui vont composer ces brigades-là, parce qu'il ne faudrait pas que ce soit des agents qui se servent dans les boutiques des commerçants. Mais il y a aussi cet aspect-là. Oui, ils sont habitués à cela. Et je ne suis pas en train de prédire des périodes on prête pas des intentions. On prête pas. On préfère Jacques, on est dans un pays où du tout possible. Donc on préfère se mettre dans les schémas où tout est possible dans ce pays et prévenir avant. Comme ça, quand ça arrive, on ne dira pas qu'on n'a pas parlé. Et en période de trouble, il faudrait faire la part des choses. Est-ce que ces brigades-là vont être sur le terrain et vont si vous voulez, ils vont faire le travail sur le terrain avec en collaboration avec la gendarmerie ou la police, qui eux d'ailleurs sont passés champions dans ça, détrousser les boutiques et s'y servir. Donc c'est beaucoup de questions qu'on se pose. Comme disait Moussa, les commerçants, dès qu'on annonce des périodes de troubles, ils dorment pas la nuit. Bien. Vous êtes chez les GG. Chez les GG, nous pensons comme JMJ. Dire la vérité. La vérité, qu'elle plaise ou qu'elle blesse, est une pertinente attitude de sagesse. Le journalisme est la plus grande aventure humaine, car il est mission, passion, vision, interrogation, immersion, quête de vérité et conquête d'objectivité. Écoutez les GG tous les matins sur Radio Espace en simultané sur Espace TV, Espace Région Bokeh, Labé, Zérékoré, Kindia sur 99.7, Cancan sur 99. Les grandes gueules sur Espace ou la messe des sans-voix. Tous les matins, vous nous regardez également à la télévision, mesdames et messieurs, vous le voyez à l'écran. Notre invité ce matin, les vrais gens s'expriment dans cette émission. Je le disais tantôt, les dernières violences post-électorales ont causé donc du tort au monde paysan. À Koumban, dans la préfecture de Cancan, de nombreux éleveurs donc ont vu leur bétail complètement décimé. On en parle ce matin avec Elas Saïdou Diallo, il est éleveur. Il nous en parle ce matin dans cette émission, Jacques Levalino, notre invité. Elas, bonjour et bienvenue à cette émission. Bonjour. Oui. Alors Koumban, c'est une localité de Cancan où vous avez du bétail. D'abord, vous allez nous donner en termes de chiffres ce que vous avez. Et puis, vous n'êtes pas seul, vous êtes avec d'autres éleveurs qui sont là-bas à Koumban actuellement. Dites-nous, c'est quoi ça représente quoi en termes de présence de troupeaux à Koumban aujourd'hui? Merci beaucoup. Je salue toutes vos équipes de l'espace. Merci beaucoup, Elage. Ok, bon. On est là-bas plusieurs différents groupes. Donc, chacun a sa main et à sa place qui les appartient. Mais en fait, on est dans les mêmes zones. Donc, le troupeau peut se déplacer et se rencontrer. Chacun de nous connaît où se trouve l'autre. Donc, on a différents groupes en même temps. D'autres à beaucoup, d'autres à un peu, d'autres à plus. Vous êtes combien d'éleveurs je peux dire nombre de à peu près 50 groupements différents. En termes de tête de bœuf, 50 groupements, 50 groupements d'éleveurs. Okay. Donc, chacun de ces groupements-là a sa troupeau. Donc, moi, par exemple, j'avais à peu près 100 têtes. D'accord. Mais je connais mes voisins qui ont 3 ans, d'autres à 150. Bon, c'est comme ça que nous avons regroupé là-bas. Bon, avant de venir là-bas, moi aussi, j'avais plus que ça. C'est parce que j'ai eu quelques accidents là où j'étais. J'ai diminué mes bêtes. D'accord. Donc, j'ai dit, peut-être là-bas, à Cancan, comme on m'a expliqué, ceux qui sont là-bas m'ont expliqué que là-bas, c'est une place vraiment idéale pour l'élevage. J'ai dit de diminuer un peu et amener le reste de ce côté-là, parce que là-bas, c'est une place qui est propice pour l'élevage. D'accord. Donc, quand on se réfère un petit peu aux pertes aujourd'hui, on peut chiffrer peut-être, non? Bien sûr, moi je n'ai pas été là-bas, mais j'ai mes gens qui sont là-bas, mes collègues et mes voisins, et mon oncle que j'ai commissionné, lui il était à Frana, lui il est parti là-bas pour voir la situation. Ils m'ont fait la compte-rendu. Donc, et selon ce qui est calculé, ils ont tiré 200
7B. Ils ont emporté avec eux 156 sèvres. Ils ont brûlé 30 cages. Ils ont parti avec 90 poulets. Selon ce qu'ils m'ont dit là-bas, c'est ce qui est enregistré. Mais je veux savoir, Elage, comment tout cela s'est passé? Voilà. Si on attend, je peux vous expliquer de bout en bout. Allez-y. De ce que je connais. Au début, on est venu là-bas voir les autochtones. Bon, les sages qui est là-bas, quotidiennement, qu'on dise les coutumiers. On a négocié avec eux pour qu'on puisse amener là-bas nos troupeaux. Ils ont dit pour venir là-bas, il n'y a pas de problème. Il y a condition, il faut chercher le prix de cola pour les gens de là-bas. D'accord. On a dit d'accord, ça, il n'y a pas de problème. Là où on était aussi, ça s'est passé comme ça. Donc, on a cherché ça, on les a donnés. Ils ont dit maintenant, à partir de là, vous pouvez venir. D'accord. Donc, on est venu. Lorsqu'on est venu, quelques temps après, un autre groupe, soi-disant que les gens de même localité, ont venu dire que qui nous a amenés là-bas. On les a dit, c'est ces gens-là qui nous a fait venir ici. Les autochtones. Voilà, les autochtones. Ils ont dit, ici, c'est pas pour ceux qui vous faites venir ici, c'est pour nous. Ici, ça nous appartient. Donc, on a appelé de ceux qui l'ont fait venir là-bas. Ils nous ont dit, ne s'inquiète pas, on va s'appeler entre nous, les autochtones, on va savoir réellement là-bas, ça appartient à qui. Donc, ils se sont appelés, par après, ils sont vus après, ils nous ont appelés, ils ont dit que vraiment là, et aussi fait partie de notre famille. Mais il faut chercher quelque chose à les donner pour qu'ils se calment. Et c'est ce qu'on a fait. Vous négociez directement avec les autochtones ou lesquels font les autorités? Je peux vous dire, le sous-préfet était au courant. D'accord. Bon, comment s'appelle le sage, le plus haut sage, le Soutikemo, voilà, il était au courant. Le chef de jeunesse aussi était au courant. Donc, même certaines de l'autorité régionale de Kankan étaient au courant. Donc, on a fait, j'aimerais tourner un peu derrière, on a fait ça. Ils ont dit maintenant c'est calme. Il n'y a rien, on peut rester, personne ne va nous menacer. Ils se sont entendus comme on les a donné leur part de cola. Ça, c'est en quelle année? Ça, c'est cette année même. 2020. Cette année, 2020. Là, bon, il y avait ceux qui étaient là-bas depuis des années, mais il n'y avait pas de problème. Il n'y avait aucun problème. Donc, jusqu'à la veille de l'élection, bon, ceux qui sont là-bas m'ont appelé, moi, qui est à Conakry, soit disant que il y a des groupes qui est venu là-bas dire qu'il faudrait qu'on quitte là-bas. Sinon, ils vont venir faire du mal à nous et à nos bêtes. J'ai dit, comment cela va se faire alors qu'on avait négocié 2 fois. Pour ça, on a donné ce qu'ils nous ont demandé. Ils ont dit, que c'est le chef de campagne de RPC qui est parti là-bas. Et il les a demandé de voter. Voilà. Au niveau des autorités, est-ce que vous avez rencontré le préfet sur place pour essayer de trouver une solution? J'en arrive, bien sûr. Ça. Bon, je vous explique comment ça s'est passé. Et qu'ils vont voter pour eux, mais à condition qu'on nous déguerpille là-bas. Donc, il dit ça, c'est quelque chose qui est facile. Va aller voir le préfet. Et il est parti voir le préfet. Le préfet a commissionné le sous-préfet pour qu'on quitte là-bas. On a dit vraiment à l'air là, c'est saison pluvieuse. Et il y a les champs de maïs, tout et tout. On ne peut pas prendre nos troupeaux et passer par les gens qui est là-bas. Et le troupeau vont les gâter. Donc d'attendre au moins jusqu'à la saison pluvieuse. Ils ont dit d'accord, on vous comprend. Maintenant, on va dire aux populations d'attendre jusqu'après l'élection parce que nous sommes à la veille d'élection. Après l'élection, on va assis ensemble et discuter. Donc, on a attendu ça, mais on a attendu qu'on fasse cela. Lorsque l'élection est passée, le lundi même, on m'a encore appelé que les gens de là-bas se sont regroupés. Ils ont dit qu'ils vont venir jeudi pour nous attaquer. J'ai dit, ce que nous avions tout dit avec l'État même, ça n'a rien arrangé. Ils ont dit non, vraiment, ils ont dit que ça n'a pas arrangé. J'ai dit maintenant, il faut aller voir les gens qui nous ont fait venir là-bas et les expliquer.
Ils ont réparti ces œufs, ils les ont expliqué. Et on dit vraiment, ça vient d'en haut. On ne peut plus contenir le problème. Si vous avez vraiment des possibilités de quitter, essayez de quitter. Vous comprenez? Ouais. Donc, en même temps, j'ai dit, maintenant, il faut aller voir l'autorité préfectorale, le préfet, oui. et le gouverneur. Ils ont dit, vraiment, ils ont même appelé le ministre Bourama Condé, général Bourama Condé. Ok. Le général a dit, vraiment, il ne veut pas entendre de problème là-bas. Il a des choses à s'en occuper ici à Conakry, il ne veut pas de problème là-bas. On a cru que lorsque j'ai entendu le nom du général même, là-bas, il n'y aura pas de problème. J'ai appelé jusqu'à Cancan et ils m'ont dit vraiment, ils vont amener les militaires. Si ces gens-là veulent aller là-bas pour les intercepter, il ne faut pas qu'ils fassent cela parce qu'on ne peut pas déménager. On peut pas. Vous êtes un nomade, il faut le rappeler. Voilà. Tout le temps vous bougez. Donc, qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui? Parce qu'on a pris par le temps malheureusement. Okay. Quelles sont vos attentes aujourd'hui face aux autorités? Les autorités vous écoutent évidemment. Forcément, Bourama Condé aussi vous écoute. Quelles sont vos attentes aujourd'hui? Bon, comme vous avez dit, on n'a pas assez de temps. Sinon, j'avais des choses à vous expliquer que vous pouvez comprendre mieux que ça. Certainement pas développer dans le journal. Pourquoi pas? Allez-y. Quelles sont vos attentes aujourd'hui? Donc, nos attentes, c'est on demande l'autorité d'intervenir maintenant et nous aider. Il ne faut pas que ces choses-là continuent. D'accord. Parce que moi, j'ai eu le contact avec mes collègues éleveurs aussi qui sont de l'autre côté de Guinée forestière ou bien de Haute-Guinée, qui ont peur de ça. Ouais. Sinon, ça risque de contaminer ailleurs. Ouais. Certains, même éleveurs, veulent essayer de quitter de la zone de là-bas. Soit Kumbam, c'est bien ça. Kumbam, bien sûr, ce n'est pas Kumbam seulement. Tous ceux qui sont à Haute-Guinée vers Guinée forestière veulent essayer d'aller dans d'autres pays, dans notre pays même, dans notre pays, tellement qu'on ne sent pas rassuré. Ouais. Si l'État ne fait pas, si l'État ne bouge pas, ça risque de créer un autre problème. D'accord. Parce que voilà, c'est ce que j'ai à dire pour le moment. Vraiment, je demande l'État humblement de faire l'effort, de protéger les éleveurs aussi, parce que nous les éleveurs aussi, nous sommes des Guinéens, nous participons aussi à la vie des Guinéens. Bien. Par exemple, si vous comprenez combien coûte un kilo de viande ici à Conakry, c'est parce que beaucoup des éleveurs ont peur. Chacun essaie maintenant de sauver ce qu'il a et d'attendre et savoir qu'est-ce qui va. Peut-être moi, ma question, c'est sur, vous avez perdu beaucoup de choses. Est-ce que vous avez pu échanger, par exemple, avec le ministre de l'élevage, les autorités, pour voir s'il y a une possibilité de dédommager? Bon, pour le moment, non, mais on a senti que le gouverneur de Cancan a pris le bras lorsqu'il a appris. Il n'était pas au courant avant que ce carnage-là s'est fait. Bien. Maintenant, il est en train de voir qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas que cela se répète. Vous rétablir, évidemment. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, Elage, d'être passé dans cette émission. Mon cher Moïse, on a écouté, hein, Elage Diallo, c'est de Diallo, donc éleveur à l'instant T. Qu'est-ce qu'il faut quelques pistes de solutions? Oui, c'est un récit quand même, Lamine, il faut l'avouer, qui fait froid dans le dos. C'est symptomatique de la situation d'angoisse, de tumulte que notre pays a traversé ou continue de traverser. C'est pourquoi la piste de solution première, Lamine, c'est la stabilité. Ouais. La stabilité que le président doit imposer. Ouais. Imposer en prenant l'exemple sur Ado. Le PRAC et le Prado ont eu les mêmes démarches en faisant le braquage démocratique, mais le Prado a lui quand même compris au lendemain de cela qu'il fallait sauvegarder la Côte d'Ivoire. Il a invité Bédier sur un terrain neutre. Ils se sont parlé en ivoirien. Ils se sont parlé pour sauvegarder la Côte d'Ivoire. Le président Alpha Condé doit faire la même chose. Bien. Parce que c'est le politique au sommet, la politique politicienne au sommet, qui a rejailli sur ces pauvres éleveurs qui n'ont rien demandé, justement, qui n'ont absolument rien demandé. Donc je pense que l'exemple doit venir de là. Ensuite, il faut les dédommager. Il faut que cette tête de bœuf soit remplacée. Les conséquences se sont très vite fait ressentir. Le prix n'a pas grimpé et comme ça, par fantaisie, ça a grimpé parce que beaucoup d'entre eux ne sont plus en sécurité. Merci beaucoup, mon cher Moussa. L'exemple doit venir d'en haut. Bien, allez-y, Jacques. Il faut sécuriser les paysans, il faut sécuriser les éleveurs. Si on faisait l'effort d'enlever la politique à ce niveau, ça allait beaucoup nous aider. Ouais. Mais lorsque vous les voyez partir, et généralement de Conakry ou des grandes villes pour ces villages-là,
c'est bien entendu pour s'aimer, pour distiller des messages qui détruisent la cohésion sociale. Vous voyez comment ils parviennent à s'offrir des domaines, à s'offrir de la place. À Goumba, c'est avec les coutumiers, parce qu'il n'y a pas de problème. Lorsque vous venez, vous dites que vous voulez vous installer quelque part, on ne va pas vous poser beaucoup de conditions pour vous installer. Dès que la politique s'invite là-dedans, on dit il y a telle condition à remplir, il y a telle autre condition à remplir. Je crois qu'il faut qu'on fasse l'effort, que tous les acteurs politiques fassent l'effort d'enlever, n'est-ce pas, la politique dans l'arrière-pays. Sinon, ça va vraiment détruire le tissu social. Voilà, merci à vous tous. On a terminé ce matin. Merci beaucoup, Elage, d'être passé dans cette émission ce matin. J'ai une petite correction là-bas, c'est S-A-D-O, Sadou, c'est pas Saïdou. Ok, Sadou. Voilà. C'est bien cela. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, il est avec nous ce matin, notre invité exceptionnel, l'émission de vrais gens, mesdames et messieurs. Merci à vous tous à l'international. Demain, c'est Madame Yoro que vous allez retrouver pour le compte de cette émission, évidemment sur Radio Espace, mais aussi sur Espace TV. Grand merci à Prince Diallo qui a réalisé cette émission, à la radio, à Kabine Condé, à Mahmoudou Condé, à toute l'équipe du côté de la régie. Dans un instant sur Radio Espace, c'est Arnaud Béché qui vous retrouve avec Zik Laisse passer la matinée. Et sur Espace TV, les infos reviennent évidemment avec l'équipe de la rédaction pilotée par Moussa Moïsila, Jacques Léwal et nous. Nous on se retrouve lundi pour d'autres numéros. Prenez soin de vous, qu'Allah bénisse notre pays, la Guinée. Bon week-end par anticipation. Au revoir.